Bien, on parle de l'actualité dans la région, on parle de cette tension qui persiste toujours entre Américains et Iraniens, mais aussi le Liban, dont l'actualité préoccupe le monde entier. On va parler de ceci. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Amr Zoheli. Bonsoir. Bonsoir. Amr Zoheli, vous êtes journaliste et chercheur en sciences de l'information. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler de la région, de l'actualité. Mais l'actualité, c'est aussi ce qui vient de se passer hier soir, hier soir aux États-Unis. À quel point c'est en lien, en fait, avec l'actualité dans le monde? Certainement, jusqu'à présent, on parle, par exemple, je parle de cette fusillade, il faut bien rappeler, mais là, on parle d'un acte plutôt individuel qui n'a rien à faire. Et la thèse, le scénario d'un loup solitaire est privilégié jusqu'à maintenant. Il n'y a pas encore, l'enquête n'est pas encore menée, même s'il va apparaître peut-être demain devant la Cour suprême, excusez-moi, la Cour américaine. Mais actuellement, tout ce qu'on sait sur cet individu qui a réagi visiblement individuellement, qu'il est originaire de la Californie, qu'il a traversé jusqu'à Washington la route. Il était résident à l'hôtel, donc il était à l'hôtel depuis quelque temps, et on ne sait pas, l'enquête n'est pas encore complètement terminée. Peut-être il a des... C'est impressionnant et choquant parce que cet individu est, selon ce qu'on connaît de lui, il est professeur dans des écoles. Et c'est un ingénieur, donc c'est quelqu'un, il a terminé un master en ingénierie, qui développe des jeux vidéo, donc peut-être il est un peu démocrate, comme il a signé un petit chèque pour soutenir la candidature de Kamala Harris à l'époque lors de la première confrontation avec le président Trump, mais on ne sait pas encore s'il a réagi seul ou il a d'autres contacts qui l'ont aidé à mener cette il est couru cette infiltration dans ce dîner qui devrait être un moment de gala et pour la présence de la presse au sein de la Maison Blanche, et en présence du président américain et son vice-président, son secrétaire d'État. Donc, comme la thèse de cet acte pourrait s'articuler dans ce qu'on pourrait dire la violence urbaine américaine, comme le port d'armes, il est légal dans plusieurs États, et donc en privilégiant le deuxième amendement de la Constitution américaine, cet accès à l'arme est facile, comme la violence urbaine, même dans les écoles américaines, etc., et presque quotidien, pas quotidien, mais fréquent, on pourrait dire. Très bien, donc des signes préliminaires qui privilégient plutôt un piste, tout à fait individuel, mais à quel point aussi ceci reflète, est-ce que ça a à faire justement avec une certaine opinion publique oui, certainement par ça n'a rien, ça pourrait être c'est de la violence en tout cas, mais je veux dire quand on essaye de décrypter les motivations qui ont mené cet individu à réagir ainsi sont complètement inconnues, comme il pourrait y avoir un acte purement politique, ou au contraire juste en présence peut-être d'ordre psychologique, on ne pouvait pas savoir. Donc il faut, tout à fait, mais c'est bien aussi de rappeler que c'est le président de Fatah Sisi qui s'est dit certainement contre toute violence, et qui s'est dit certainement inquiet vis-à-vis de cet incident. Et de plus, cette Hilton a vu la tentative d'assassinat du président Reagan, également Ronald Reagan, en 1980, à la même place. Donc,
Donc ça pourrait poser des questions sur je ne sais pas, cet hôtel, peut-être. Voilà, justement, on a un petit peu parlé de la sécurité, justement, et quel lien ça a avec de tels incidents. On passe justement à l'actualité dans la région. Depuis le week-end dernier, on en parle de cette tractation, de tout ce qui est rapport avec des négociations, pas de négociations entre Américains et Iraniens, des équipes qui arrivent, d'autres qui n'arrivent pas, il va y avoir des négociations, il va pas y avoir des négociations, chaque parti justement campe sur ses positions plus ou moins. Et là, c'est le président américain Donald Trump qui a dit qu'il ne va pas envoyer ses émissaires à Islamabad. Avant, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que les Américains étaient prêts justement à arriver à Islamabad. C'était le côté iranien qui n'a pas donné justement de retour. Aujourd'hui, des négociations sont plus ou moins prévues, si vous le voulez bien, mardi, c'est-à-dire, on ne sait pas encore, mais Donald Trump a parlé quand même de mardi. Ouais. En fait, ce qui est le prolongement c'est une idée du blocage a posé des doutes sur la question de la poursuite de négociations, toujours M. Trump il est fidèle à lui-même, il essaye de faire de la polémique, de maîtriser les réseaux sociaux, mais de facto ce qui se passe c'est que le ministre des Affaires étrangères iranien Araghchi est parti à Islamabad, puis il est parti à Oman, Sultanat Oman, et son avion il est atterri toujours à Karachi, donc il est obligé à retourner à Karachi pour poursuivre sa route de négociation sur ce dossier avec les Russes. Très bien. Ouais. Justement, selon vous... Mais ce qui est présent, c'est que l'attente de la proposition iranienne, elle est constituée et bien confirmée avec M. Araghchi, et il délégué par plusieurs instances iraniennes qui ont collaboré à reformuler ces 10 points. Donc il n'y avait pas quelque chose à négocier. Oui. C'est à prendre ou à laisser, etc. Donc les deux, il allait aller à Islamabad, puis retourner aux États-Unis sans négocier ou changer quelque chose, en remettant les papiers de 10 points ou les demandes iraniennes au président Trump. Donc, très bien. Je vais justement revenir pour continuer avec ce même point. Je rappelle justement que Donald Trump, le président américain Donald Trump, a déclaré hier soir avoir annulé justement le déplacement attendu de ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner, comme on vient justement de le préciser, et ce pour des discussions avec l'Iran au Pakistan. Trump a affirmé que l'annulation du déplacement de ses émissaires au Pakistan ne signifiait pas une reprise de la guerre contre l'Iran. Voilà, les détails tout de suite. Le président américain Donald Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social qu'il vient d'annuler le déplacement de ses représentants Steve Witkoff et Jared Kushner à Islamabad au Pakistan pour rencontrer les Iraniens. Messieurs Witkoff et Kushner devaient partir samedi pour Islamabad en vue d'une relance des tractations pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, avait indiqué vendredi la Maison-Blanche, soulignant que cette rencontre était une demande de Téhéran. S'exprimant un peu plus tard en Floride, le président américain a évoqué une réunion avec les Iraniens, prévue pour mardi à Islamabad. Il a dit aux journalistes avant son départ pour Washington que quand ils ont parlé de la réunion prévue mardi, c'est dans longtemps, mais en fin de compte, ça fait beaucoup de route. Interrogé pour savoir ce qui l'avait fait changer d'avis, il a répondu que rien, et que c'est juste qu'ils ont leur présenté un document qui aurait dû être meilleur. Et curieusement, dès qu'il a annulé en moins de 10 minutes, il leur a soumis un nouveau document bien meilleur.
Il a dit que c'est très simple, ils n'auront pas d'armes nucléaires. Interrogé pour savoir si cette annulation signifiait qu'il allait reprendre la guerre, M. Trump a répondu que non, cela ne signifie pas cela. Interrogé pour savoir si cette annulation signifiait qu'il allait reprendre la guerre, M. Trump a répondu que non, cela ne signifie pas cela et qu'ils n'y ont pas encore réfléchi. L'annulation du déplacement intervient alors que le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a conclu samedi une visite à Islamabad qui fait office de médiateur. Les États-Unis ont prolongé signé d'hier une trêve avec l'Iran qui était entrée en vigueur le 8 avril après les frappes israélo-américaines contre l'Iran lancées le 28 février. Eh bien, les émissaires retenus à Washington, ceci ne signifie pas la reprise de la guerre, ou une reprise éminente au moins de la guerre contre l'Iran. Est-ce que c'est une déclaration plutôt qui... Fidèle à M. Trump, je pense. Parce que mais ça rassure? Ça rassure sans doute. Il parle à son public qui attend les nouvelles pour savoir comment il dirige de plus, parce que M. Trump, il a plus que les cercles diplomatiques qu'il attend, il y a aussi le corps de MAGA, ses supporters à l'intérieur des Amériques, des États-Unis, donc ce qui formule Make America Great Again, etc. Donc tous ces individus, ils doivent les convaincre que ces efforts dans le monde entier, soit en Caraïbes, dans le Caraïbe, au Venezuela, et où attaquer en disant qu'il pourrait détruire d'un seul coup une civilisation 6 fois millénaire, etc. Tout cela est dirigé pour ce public, pour dans le cadre ou dans la perspective des élections de mi-mandat en novembre prochain. Cela d'un côté. D'un autre côté, les négociations vont continuer, ce qui fait qu'il brandit des cartes comme faire miroiter aux Iraniens le manque à gagner de 500 millions de dollars par jour. Donc ce manque à gagner, il pourrait, avec un accord, rafouler tout cela dans les caisses du budget iranien. Donc, et ça pourrait arrêter les pertes américaines en dépit le budget exorbitant qui est demandé au Sénat pour financer la guerre, mais en même temps, il y a une grande différence entre faire des négociations, pratiquer des discussions, des négociations et trouver un accord. Monsieur Trump actuellement, il est dans cette phase de jouer avec la carte, on négocie pas, etc. Mais jusqu'à il trouve un accord conforme avec le poids de cette civilisation ou d'autres, comme les pays de Golfe aussi, on ne peut pas nier leur importance dans l'histoire actuelle, même économique de l'humanité. Donc, trouver un accord, c'est possible. Trouver un accord, voilà, ce serait le mot clé. On revient justement, une petite pause, justement, on va revenir pour parler de cet accord, à quel point on est loin ou proche aussi de la conclusion d'un accord, étant donné la situation actuelle. Les Zuhairi, iraniens et américains sont aujourd'hui à la recherche d'un accord, mais le contexte actuel est tout à fait loin de l'accord qui a été signé en 2015, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un accord en 2015 sur le nucléaire iranien, un accord qui a été justement par le président Trump, en 2018. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas simplement le nucléaire iranien, c'est le balistique, c'est le détroit d'Ormuz, donc plusieurs fronts, plusieurs pistes et le cessez-le-feu au Liban, exactement. Si vous le voulez bien, c'est-à-dire, voilà. Plusieurs dossiers le Hezbollah, je sais pas. Oui, en négociation entre Américains et
iranien, mais malheureusement le regard des Américains et du président Trump n'est même pas guidé par la vision arabe plus proche d'un point de vue réaliste comme celui de l'Arabie Saoudite, mais il est plutôt guidé par le Premier ministre sioniste, M. Netanyahu, qui l'a entraîné dans cette aventure qui n'a rien à voir avec l'opération militaire qu'il a eue au Venezuela. Donc c'est pas la même chose du tout, et actuellement il doit trouver un accord sur le nucléaire iranien, d'autres moyens de guerre aussi, et sur également plusieurs dossiers dont le plus important c'est la sécurité dans le golfe arabo-persique et la stabilité dans le détroit de Hormuz. Très bien. Si la situation au Liban est aujourd'hui plus ou moins liée aussi à l'Iran, si vous le voulez bien, j'aimerais bien parler de frappes qui persistent malgré le cessez-le-feu. Voilà, on parle du sud du Liban, frappé régulièrement. On parle aussi de Gaza où la situation n'a vraiment pas changé. Aujourd'hui, on parle parallèlement de la reconstruction et du Liban et de Gaza. Comment peut-on parler de la reconstruction de régions, de pays où la guerre continue encore? Justement, avant de continuer sur ce point, j'aimerais bien rappeler que la reconstruction de Gaza et du Liban représente effectivement un défi colossal, estimé à plus de 71 milliards de dollars sur 10 ans pour Gaza, et ce selon l'ONU et l'Union européenne. Voilà, voilà, c'est le montant qui a été affiché en 2026. Une reconstruction qui vise à rétablir les logements et les infrastructures dévastées. Le Liban, malgré une aide internationale complexe, amorce la réhabilitation de ces zones frontalières avec le soutien de la France. Voici les détails. Suite aux conflits récents qui ont gravement affecté la bande de Gaza et certaines régions du Liban, la question de la reconstruction s'impose aujourd'hui comme priorité humanitaire, politique et économique à l'échelle régionale et internationale. Les estimations de la reconstruction de Gaza et du Liban dépassent 71,4 milliards de dollars sur une décennie pour le relèvement, dont une part massive dédiée au logement. À Gaza, les destructions massives des infrastructures civiles, habitations, hôpitaux, écoles et réseaux d'eau et d'électricité ont plongé la population dans une situation critique. La reconstruction nécessite des investissements colossaux estimés à plusieurs milliards de dollars. Cependant, ce processus se heurte à de nombreux obstacles, notamment les restrictions sur l'entrée des matériaux de construction, les divisions politiques internes palestiniennes, ainsi que les préoccupations sécuritaires persistantes. Du côté du Liban, les dégâts causés par les tensions militaires, en particulier dans le sud du pays, viennent aggraver une crise économique déjà profonde. Les infrastructures déjà fragilisées nécessitent une réhabilitation urgente. Le Liban fait face à un manque de ressources financières accentué par l'effondrement de sa monnaie et la faiblesse de ses institutions publiques. Face à ces défis, la communauté internationale s'est mobilisée pour soutenir les efforts de reconstruction. Plusieurs conférences de donateurs ont été organisées avec la participation d'organisations internationales. Ces initiatives visent à coordonner l'aide financière, technique et humanitaire. Par ailleurs, certains pays de la région, notamment l'Égypte, jouent un rôle clé dans les efforts de reconstruction en fournissant une assistance logistique médicale et en facilitant l'acheminement de l'aide vers Gaza. L'Égypte contribue également au projet de reconstruction à travers des entreprises nationales spécialisées dans les travaux publics. Toutefois, les experts soulignent que la reconstruction durable ne peut être réalisée sans une solution politique stable. La sécurité, la gouvernance et la coopération régionale restent des éléments essentiels pour garantir que les efforts de reconstruction ne soient pas anéantis par de nouveaux cycles de violence.
la reconstruction reste effectivement une priorité, surtout humanitaire. À quel point c'est possible de parler de reconstruction au regard de la situation actuelle, tout à fait inacceptable. De plus, la population palestinienne à Gaza a passé un hiver très difficile cet hiver, et l'été arrive. Ce qui s'est passé est passé, mais entre parenthèses qu'il ne faut pas oublier, il faut le dire que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et cela est reconnu par tous et dans l'ensemble, par l'ensemble de l'humanité selon la loi et tout. Donc c'est pas le moment de refaire les comptes, mais actuellement la priorité de acheminer de l'aide et une vie acceptable pour la population gazaoui aujourd'hui. D'un côté, mais du côté palestinien, il y a des efforts qui sont mis en place, dont par exemple aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, des élections municipales en Cisjordanie et à Gaza, à Deir el-Balah, donc pour remettre en formation et en structuration de ce qui pourrait être une base pour une reconstruction durable est possible, avec l'aide et l'expertise de l'Égypte et avec d'autres pays arabes et autres. Cela pourrait se faire très rapidement. Mais de l'autre côté, les hostilités israéliennes ne sont pas arrêtées depuis la fin de la trêve ou de cessez-le-feu exactement. À peu près 800 personnes palestiniennes victimes, donc martyrs, ont été tuées, dont beaucoup d'enfants, et les chiffres des guerres à faible intensité avec la démolition des maisons, soit en Cisjordanie comme à Gaza, ne sont pas arrêtés. Donc de ce côté, je ne pense pas que ce serait de la sagesse que le président américain cautionne pour toujours son allié israélien dans ce qui concerne ces actes. Mais par rapport à la collaboration pour les dossiers de la construction de Gaza, je pense, à part les belligérants du côté israélien, tout le monde est prêt pour y participer. Mais du côté libanais, les crimes de l'État israélien en tuant des journalistes, en ciblant que des journalistes, primordialement premièrement des journalistes, c'est inacceptable. Je pense que les instances internationales, journalistes sans frontières, etc., doivent, comme le syndicat égyptien des journalistes, prendre des actes pour que cela ne soit pas la norme, parce que cela n'est pas normal que des pertes ceux qui transmettent l'information soient dans ce conflit, d'autant que les guerres menées dans 100 ans passés. Donc c'est insoutenable de ce côté. Ceci remet en question le rôle de la communauté internationale, plus précisément les organisations internationales, entre guillemets, les Nations Unies. Sans doute, tout acte qui est impuni casse et fracasse la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies, comme la crédibilité de l'ensemble de ce qui pourrait être la communauté internationale, et cette communauté basée sur la paix et la stabilité pourrait être mise en danger par ces actes incalculés ou calculés sur d'autres schémas qui ne concernent pas la région. Très bien. Amr Zouhaili, vous êtes journaliste et vous êtes chercheur en sciences de l'information. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À présent, je vous laisse avec un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Extension de programme sur l'international.
président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le sultan de la communauté Bohra, le sultan Mufaddal Saifuddin, ainsi que ses fils, le prince Ja'far el-Sadiq Ahmed el-Din, le prince Taha Najm el-Din et le prince Hussein Burhan el-Din, en présence du représentant du sultan de la communauté Bohra au Caire, M. Mufaddal Mohammed Hassan. Le président el-Sisi s'entretient avec le conseiller principal du président des États-Unis pour les affaires arabes et africaines, M. Mossad Boulos. Le président el-Sisi tient une réunion avec le président de la République de Finlande, Alexander Stubb, dans le cadre de sa visite officielle en Égypte. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique du Premier ministre des Pays-Bas, M. Rob Jetten. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient par téléphone avec le Premier ministre élu de la Hongrie, M. Peter Magyar. Le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, dépose une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs des forces armées ainsi qu'au tombeau du défunt président Mohamed Anwar el-Sadat à l'occasion du 44e anniversaire de la libération du Sinaï. Le président el-Sisi participe dans la capitale chypriote Nicosie à une réunion consultative réunissant des dirigeants de plusieurs pays arabes, des dirigeants de l'Union européenne, ainsi que le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne. Le président el-Sisi se réunit à Nicosie avec le président chypriote Nikos Christodolidis. La rencontre a débuté par la signature par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue chypriote de la déclaration conjointe visant à élever les relations entre l'Égypte et Chypre au niveau de partenariat stratégique. Sur sa page officielle Facebook, le président el-Sisi a publié « Je m'adresse au grand peuple égyptien avec mes plus sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sinaï, en nous inspirant de cette journée mémorable les valeurs de dignité, de volonté et de sacrifice. Le Sinaï restera toujours un symbole de résilience, une porte de sécurité et un havre de développement et de construction. Que Dieu protège l'Égypte et lui accorde durablement sécurité et stabilité. Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte.